Pourquoi décroître? Alors, cette question semble simple en apparence, mais elle est en réalité très compliquée parce qu'elle est porteuse d'un certain nombre de confusions très largement répandues. Alors attention, je dis question simple en tant que question intelligible et pas simple en tant que question à laquelle il est facile de répondre. Par exemple, celui qui porte en horreur la société actuelle à cause d'un certain nombre de désagréments qu'il considère comme étant les conséquences de la croissance va nous dire « c'est simple, je veux décroître parce que la société actuelle ne me plaît pas, parce qu'elle nous enlève la joie de vivre, parce qu'il y a trop de publicité, parce qu'elle rompt le lien social, parce qu'elle pousse à l'individualisme, parce qu'elle réchauffe le climat, parce qu'elle va détruire la planète et l'homme avec, etc., etc. » Et que tout cela, eh bien, c'est à cause de la croissance, c'est-à-dire à cause de la multiplication des biens de consommation. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut décroître. Il faut, plus exactement, faire décroître. Faire décroître la fabrication des biens et services de consommation pour que nous soyons plus heureux et pour que le réchauffement climatique soit stoppé. Bien. Mais ça n'est pas la réponse à la question. Ceci n'est pas la réponse à la question « Pourquoi décroître ?» C'est la réponse à la question « Pourquoi devons-nous ou pourquoi devrions-nous décroître ?» Pourquoi faut-il ou pourquoi faudrait-il décroître? Car nous pouvons aussi interpréter la question « Pourquoi décroître ?» d'une façon différente. Cette façon, c'est, ou ce serait, « Pourquoi allons-nous décroître ?» Sous-entendu, pourquoi allons-nous décroître inéluctablement, décroître quoi qu'on fasse, qu'on le veuille ou non, qu'on le souhaite ou pas? Alors, vous allez me dire soit que c'est la même chose, soit que je coupe les cheveux en quatre, soit vous allez me dire les deux choses ensemble. Eh bien non. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose de vouloir la décroissance que d'être convaincu de son inéluctabilité, même si le résultat final semble être le même, ce qui n'est même pas évident, car les tenants de la décroissance volontaire n'ont pas tous la même vision de la façon dont il faudrait décroître, dans la mesure où il existe plusieurs catégories différentes de décroissants volontaires. Mais il y a plus grave encore en termes de confusion. Parce que dans la question « pourquoi décroître ?», question qui a pour synonyme « pourquoi la décroissance ?», il y a le problème de la définition de la décroissance. C'est-à-dire, qu'est-ce que la décroissance? Et là aussi, il y a plusieurs définitions possibles de la décroissance. Alors, là encore, vous allez me dire que je pinaille, que j'ergote, que je fais des catégories, que je cherche à définir les mots par simple plaisir intellectuel. Eh bien, non. Ce n'est pas par simple plaisir intellectuel, mais par souci d'efficacité du débat, d'efficacité de l'échange. Chacun se rend bien compte de l'extrême confusion qui règne dans le débat sociétal d'aujourd'hui, et tout particulièrement autour de cette notion devenue fumeuse de décroissance. Nous voyons par exemple l'ancien ministre Luc Ferry parler de décroissance non vendable et même d'impasse de la décroissance. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut définitivement mettre de l'ordre dans tout cela, en posant des idées simples, des idées claires, des idées compréhensibles par tout le monde, je dis bien claires et compréhensibles. Parce que là aussi, il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion à croire, par exemple, qu'une idée compréhensible par tout le monde, genre idée pour les nuls, c'est forcément une idée claire. Or, c'est faux. C'est faux, et c'est même archi-faux, car très souvent, ce genre d'idées compréhensibles par tout le monde, ou d'idées pour les nuls, ou d'idées faciles à comprendre, eh bien, ça n'est en réalité pas une idée, mais plutôt une formule démagogique, un slogan qui plaît, un slogan qui marche, mais qui, à l'analyse, se révèle peu clair et au final vide de sens. Donc,
apparemment facile à comprendre, mais au final, peu clair. C'est pourquoi ce que nous devons rechercher, c'est d'exprimer une idée, une vraie idée claire et facilement compréhensible par tout le monde. Alors, qu'est-ce que la décroissance en tant qu'idée claire et idée compréhensible? D'après le dictionnaire, la décroissance est une action de diminuer progressivement en intensité et en quantité. On remarquera tout de suite que cette définition ne prend pas en compte l'origine de l'action, ce qui signifie que la définition réelle de la décroissance, c'est celle de la constatation objective d'un état qui décroît, quelle que soit la nature de la dynamique interne du processus qui le fait diminuer. Eh bien, c'est cette définition de la décroissance qu'il nous faut retenir, la seule et pas une autre. Ce qui a pour conséquence immédiate, claire et facilement compréhensible, d'affirmer que toutes les autres interprétations ne parlent pas de décroissance et qu'il faut donc leur attribuer un autre nom. Nous allons voir d'ailleurs lequel ou lesquels. Mais le terme décroissance est aussi l'antonyme, c'est-à-dire le contraire du terme croissance. Croissance qui signifie action d'augmenter progressivement en intensité et en quantité. Et appliqué à l'économie, eh bien ça concerne l'augmentation de l'indice mesurant l'évolution de la croissance, c'est-à-dire le PIB, le produit intérieur brut. Donc, si le PIB augmente, l'économie est en croissance. Si le PIB diminue, l'économie est en décroissance. C'est clair. Mais voyons maintenant, qu'est-ce que c'est que le PIB? Bien, le PIB, si l'on en croit la définition de l'INSEE, c'est la valeur de la totalité des biens et services produits dans un pays, moins la valeur de la totalité des consommations intermédiaires. Consommations intermédiaires, c'est-à-dire les biens et services utilisés pour produire ou fabriquer ces biens et services finaux. Alors, avec cette formule, nous voyons tout de suite que la variation du PIB, elle est liée à deux facteurs. Elle est liée à la valeur des produits finaux et à la valeur des consommations intermédiaires, et pas à un seul facteur, comme on le croit souvent, uniquement la valeur des produits finaux, c'est-à-dire le chiffre d'affaires global d'une société humaine. Autrement dit, en termes clairs, et pour illustrer schématiquement notre question du PIB, on va prendre un petit exemple facile à comprendre. Supposons une collectivité fictive qui ne fabrique que des voitures automobiles, et rien d'autre, et qui fabrique 10 millions de voitures automobiles par an, ayant une valeur totale de 100 milliards d'euros, et que pour fabriquer ces voitures automobiles, elle doit utiliser 10 millions de tonnes de métal d'une valeur de 10 milliards d'euros. Son PIB, d'après la formule que nous avons énoncée tout à l'heure, son PIB sera donc de 100 moins 10 égale 90 milliards d'euros. Alors, cette collectivité, si elle augmente sa production d'automobiles d'une année sur l'autre, sans utiliser plus de métal par voiture fabriquée et sans que ce métal coûte plus cher à obtenir, son PIB augmentera d'une année sur l'autre. Cette collectivité sera donc en croissance. Si cette collectivité diminue sa production d'automobiles d'une année sur l'autre, sans utiliser plus de métal par voiture fabriquée et sans que ce métal ne lui coûte plus cher à l'achat, son PIB diminuera d'une année sur l'autre. Cette collectivité sera donc en décroissance. Jusque-là, tout va bien. Par contre, là, ça commence à se compliquer. C'est si elle augmente sa production d'automobile d'une année sur l'autre en utilisant plus de métal par voiture fabriquée, et ou si ce métal coûte plus cher à obtenir, et alors son PIB diminuera et cette collectivité sera donc en décroissance. Et ceci malgré une augmentation quantitative de sa production totale de biens. Et inversement,
Si cette collectivité diminue sa production d'automobiles d'une année sur l'autre, mais en utilisant moins de métal par voiture fabriquée, et ou si ce métal coûte moins cher à obtenir, son PIB augmentera d'une année sur l'autre, et cette collectivité sera donc en croissance, et ceci malgré une diminution quantitative de sa production totale de biens. Nous voyons donc tout de suite que la conséquence de ce raisonnement, mathématiquement peu contestable, c'est que lorsqu'on nous dit « je veux décroître », il faut qu'on nous explique exactement ce qu'on veut faire décroître. Et cela est rarement fait. Parce que celui qui veut faire décroître le PIB, c'est bien clairement un opposant de la croissance, telle qu'elle est définie par la société capitaliste oligocratique croissanciste. Par contre, celui qui ne s'attacherait qu'à faire diminuer la quantité de biens et services parlerait, lui, d'autre chose, puisqu'on pourrait fort bien imaginer le scénario d'un maintien de la croissance du PIB conjointement à une décroissance de la quantité de biens produits. Alors, ce qu'il faut retenir de ce survol d'analyse économique, c'est que ce n'est pas si simple de dire il faut décroître, du seul point de vue de savoir de quoi on parle. Et que bien souvent, certains utilisent le mot magique de décroissance pour nommer un projet de société qu'ils ont en tête, avec des options culturelles, par exemple le rejet de la publicité, des options de mode de vie, par exemple recréer ou créer du lien social, des options de garantie de revenus, le revenu inconditionnel, mais qui ne touche que de très loin ce projet aux réalités de la mécanique économique. Eh bien pour nous, le terme décroissance n'a rien de culturel, ni de social. Nous l'avons défini tout à l'heure, c'est l'état constaté de quelque chose qui diminue. Et c'est aussi beaucoup plus clair et plus compréhensible par tous de l'énoncer ainsi et appliqué à l'économie. C'est donc la diminution du PIB par l'effet conjoint et simultané de tous ces facteurs constitutifs, c'est-à-dire diminution de la quantité et de la valeur des biens et services finaux, et augmentation de la quantité et augmentation du coût des consommations intermédiaires. Cette diminution, cette décroissance, devant se produire de façon inéluctable, quoi qu'on fasse, et même sans rien faire, de par l'application des lois de la physique, et notamment l'application de la deuxième loi de la thermodynamique, la fameuse loi de l'entropie, qui énonce de façon incontestable la dégradation progressive de l'énergie et de la matière entrant dans la composition du produit industriel. Passage de l'état de basse entropie à l'état de haute entropie. Pour atteindre un point où toute l'énergie et toute la matière sera transformée sous une forme dégradée devenue définitivement inutilisable par l'homme. Et c'est cela que nous nommons la théorie de la décroissance inéluctable. C'est une théorie qui analyse le processus industriel croissanciste, qui diagnostique sa défectuosité physique et par voie de conséquence, qui pronostique son déclin irrémédiable à défaut de le démontrer. Cette théorie de la décroissance inéluctable n'a rien à voir avec l'idéologie dite de la décroissance dont nous avons parlé tout à l'heure et dont se gaussent ouvertement des gens comme Luc Ferry. C'est pourquoi cette idéologie, qui subit ces critiques que le grand public valide dans son ensemble, eh bien, elle doit être requalifiée d'un autre nom, sous peine de continuer à entretenir la confusion, et notamment à notre détriment, car nous y sommes amalgamés, à notre insu et malgré nous. Mais qui peut faire cela? Qui peut proposer une requalification
de cette idéologie de la décroissance volontaire à laquelle nous sommes assimilés par erreur dans l'esprit du grand public. Certainement pas les promoteurs eux-mêmes de cette idéologie, qui tiennent beaucoup à cette version de la décroissance et qui tiennent également beaucoup à leur titre de seul décroissant, comme à la prunelle de leurs yeux. C'est donc bien aux tenants, c'est-à-dire aux théoriciens de la décroissance inéluctable, de le faire, en proposant les qualifications et requalifications suivantes. Alors, la décroissance est l'état objectivement constaté de quelque chose qui diminue. La croissance, c'est l'état objectivement constaté de quelque chose qui augmente. Un décroissant, c'est une personne dont les cellules vitales ont amorcé une dégradation progressive vers le vieillissement, puis vers la mort. Un décroissanciste, c'est une personne qui agit pour que le PIB de la société actuelle diminue. Un décroissanphile, c'est une personne qui aime l'idée que le PIB de la société actuelle puisse diminuer, sans pour autant que cette personne entreprenne forcément une action pour y parvenir. Un croissanciste, maintenant, eh bien, c'est une personne qui agit pour que le PIB de la société actuelle augmente. Un croissanphile, c'est une personne qui aime l'idée que le PIB de la société actuelle puisse augmenter, sans pour autant qu'il entreprenne forcément une action pour y parvenir. Et un théoricien de la décroissance, eh bien, c'est une personne qui démontre, à l'aide d'arguments scientifiques, que la société actuelle va inéluctablement décroître. Et enfin, pour terminer cette énumération requalificative, nous devons préciser que nous n'avons pas encore trouvé de terme pour désigner tous ceux qui approuvent et entérinent les arguments des théoriciens de la décroissance, inéluctable. Mais nous ne désespérons pas d'en trouver un nom, à moins que leur nombre, allant sans cesse grandissant, cette quête devienne inutile et que nous puissions les dénommer des citoyens, tout simplement. Ces définitions de termes, de nature à clarifier les échanges ayant été posés, revenons maintenant à notre question initiale, pourquoi décroître ? Nous savons pertinemment et d'expérience qu'il n'est pas facile de rester concentré sur cette question première dans le cadre d'un débat contradictoire, et nous allons peut-être nous en rendre compte lors des échanges qui suivront cette chronique. Car la tentation est grande, en commençant à répondre à la question pourquoi décroître, la tentation est grande de passer rapidement à donner son avis sur comment décroître, assorti de ses corollaires. Quand décroître? Que décroître? Où décroître? Faut-il se réjouir de la décroissance, etc. Toutes ces questions adjacentes à la question mère, pourquoi décroître, sont naturellement très importantes. Elles sont passionnantes, voire passionnées, mais elles sont chacune conditionnées par la réponse que nous allons donner à la première question, pourquoi décroître? C'est la raison pour laquelle je vous demande de faire l'effort de bien rester centré sur cette question et de ne pas dériver sur les autres, qui feront l'objet chacune d'une chronique particulière à la suite de celle-ci, lors des prochains rendez-vous du mardi. Alors, nous venons de voir que les raisons de la décroissance, les motifs de décroître, sont liés à la définition précise que nous allons donner de la décroissance. Mais il y a aussi un autre facteur, source de confusion, que nous n'avons pas encore évoqué et que nous devons préciser encore avant que d'aller plus loin. Ce facteur, c'est la différence qui existe entre la notion de décroissance et la notion de développement. Car il est un fait que ces deux termes sont souvent confondus, voire considérés comme synonymes, de sorte que développement durable, par exemple, devient dans l'esprit commun croissance durable.
Alors, le premier économiste qui a mis en garde contre cette confusion, et ceci dès 1930, c'est l'économiste hétérodoxe Joseph Schumpeter, qui fut accessoirement le professeur de Nicolas Georgescu-Roegen, et qui disait ceci. Schumpeter: il y a croissance économique lorsque augmente la production par habitant, la production des types de biens courants, alors que le développement, lui, signifie l'introduction d'innovations techniques. C'est en raison des instincts d'artisanat et de curiosité gratuite de l'homme qu'une innovation en suscite une autre, ce qui constitue le développement. Alors, on remarquera que cette définition de la croissance ignore le PIB, pour ne retenir que le volume de production par habitant, c'est-à-dire, traduit en termes comptables, le chiffre d'affaires unitaire et pas la valeur ajoutée. Il ressort de ces considérations que la corrélation entre développement et croissance ne va pas de soi, et que nous pourrions très bien imaginer un développement sans croissance, c'est-à-dire un flux d'innovation technologique n'entraînant pas d'augmentation du PIB, mais uniquement centré sur la diminution, par exemple, de la pénibilité du travail humain. En revanche, il est vrai qu'il semble difficile de concevoir une croissance sans développement, c'est-à-dire sans innovation technique, technologique, permettant d'augmenter la production. Cette question est une question centrale dans le raisonnement sur la décroissance, puisqu'il introduit un jugement qualitatif sur la technologie et en amont sur la recherche, et qu'il préfigure de la possibilité d'un changement de stratégie politique dans ce domaine. Cette remarque pose souvent la question de la pertinence de la critique de la technologie, qui est souvent couplée avec celle de la croissance dans le discours de la plupart des décroissancistes, puisque nous les avons maintenant requalifiés décroissancistes. Car il apparaît que la technologie, prise au sens le plus large possible, est plus une accompagnatrice de la croissance qu'un élément consubstantiel d'elle-même, de la croissance, et que sa corrélation graphique avec la croissance n'est pas irrémédiable, puisque, comme nous l'avons dit et répété, il est tout à fait possible de concevoir un découplage de la croissance et de la technologie, croissance et technologie, avec corrélativement l'apparition d'une technologie au service de l'adaptation et de l'optimisation de la décroissance, devenue pourtant inéluctable. Et bien de ce point de vue, et avec cette définition très stricte du mot développement, ce terme développement, avec une définition très stricte du mot développement, le terme développement durable pourrait, pourquoi pas, devenir recevable, avec la précision importante et clairement signifiée que la notion de croissance serait exempte du concept global de développement, et même plus qu'il s'agirait de le considérer au sein d'un état de décroissance qui serait inéluctable, qui serait progressive, qui ne s'arrêterait jamais sur un état stationnaire, mais qui serait continuellement accompagné par le développement d'une certaine technologie. Alors, cette distinction très importante, importantissime, entre croissance et développement, ayant été ainsi précisée, nous pouvons continuer dans l'avancement de notre réponse à la question « Pourquoi décroître ?», en nous référant cette fois-ci à Nicolas Georgescu-Roegen qui disait ceci. Le passé de l'homme consiste principalement en longues séquences d'états quasi stationnaires, et l'ère d'effervescence actuelle n'est en soi qu'une toute petite exception. En fait, la véritable défense de l'environnement doit être centrée sur le taux global d'épuisement des ressources et sur le taux de pollution qui en découle. La conclusion nécessaire des arguments avancés en faveur de cette perspective consiste à remplacer l'idée d'état stationnaire par l'idée d'un état de décroissance, car la société industrielle se heurte à une accessibilité décroissante et inéluctable de la matière, énergie dont elle a besoin. Nicolas Georgescu-Roegen nous parle bien ici de la matière
et de l'énergie, dont le couple constitue la base de notre système industriel. Nous savons en effet que le processus économique se nourrit du couple énergie-matière et que ces deux éléments constitutifs ne peuvent être dissociés l'un de l'autre dans le cadre du processus économique quotidien de la société industrielle. En effet, supposons que l'homme dispose d'énergie, mais pas de matière, eh bien cette énergie ne lui serait d'aucune utilité car il serait alors voué à une vie végétative, un peu à l'image des plantes qui se nourrissent de la photosynthèse. Et inversement, supposons que l'homme dispose de matière mais pas d'énergie, il ne pourrait alors travailler la matière qu'à l'aide de sa force musculaire et il serait voué à un mode de vie chasseur, pêcheur, cueilleur. Alors, à ce propos, il serait bon d'ouvrir une parenthèse pour rappeler que ce mode de vie chasseur, pêcheur, cueilleur, il a été celui de l'Homo sapiens pendant 300 000 ans, alors que le mode Homo industrialis, lui, ne date que de 170 ans, et que il constitue, le mode chasseur-pêcheur-cueilleur, soit dit en passant, le seul système durable, dans le sens d'indéfiniment durable, le seul système indéfiniment durable connu à ce jour, et qu'enfin il est considéré par la majorité des paléontologues comme l'âge d'or de l'humanité, pour sa paisibilité, son absence de conflit et de hiérarchie. Fin de la parenthèse. Huygens ajoute encore en substance cette décroissance inéluctable. Peut-être, elle peut être pendant un court instant sur la grande échelle du temps, contrebalancée par des innovations technologiques, mais alors, dans ce cas, le capital investi et immobilisé doit nécessairement être accru, et les gens doivent travailler davantage, à population constante. Parce que si la population augmente, la difficulté s'accélère d'autant. Car la difficulté majeure réside dans l'impossibilité des innovations à se poursuivre indéfiniment dans un système clos. Les progrès technologiques, trop vantés et vendus à notre époque, ne devraient pas nous aveugler du point de vue de l'économie des ressources terrestres, base du mode de vie industriel de l'humanité. La plupart des innovations représentent un gaspillage de basse entropie. La thèse selon laquelle l'état stationnaire constitue notre salut écologique, si brillamment soutenue par Herman Daly depuis 1973 et qui a connu les succès que l'on sait avec l'invention de l'oxymore développement durable, traduction d'ailleurs détournée, mauvaise traduction du steady state economy de Daly, se heurte aussi à la quatrième loi de la thermodynamique qui a été suggérée par Huygens, c'est-à-dire la dissipation ou la dégradation irréversible de la matière finie extraite de l'écorce terrestre. Sa grande popularité dans les pays occidentaux, c'est ainsi que termine Huygens sur ce chapitre. La grande popularité du développement durable est surtout due au fait que les gens des pays développés, qui à présent se sentent menacés par la crise de l'énergie, ils aimeraient bien garder pour toujours leur niveau de vie actuel. Alors, pour les théoriciens de la décroissance inéluctable, c'est-à-dire nous, la réponse à la question « Pourquoi décroître ?» rejoindra bien celle amorcée par Huygens. De fait, notre motif de décroissance se rapproche de celui des effondristes, c'est vrai, à savoir que nous interprétons également la décroissance comme une résultante inéluctable du processus industriel, mais à la différence sensible que nous considérons qu'elle peut ou qu'elle doit être encadrée par un nouveau système économique susceptible d'éviter précisément l'effondrement. Car nous soutenons l'idée que la décroissance n'est pas une idéologie, que la décroissance n'est pas une philosophie, ni encore moins une religion, mais que c'est une réalité prochaine, une évolution inéluctable, quoi qu'on fasse, liée à la simple application des lois de la physique dont la société industrielle a cru pouvoir s'affranchir. Une évolution dont la première phase est sans doute déjà amorcée, mais qui n'est pas encore visible à l'œil nu. La date de survenue
de la phase visible de cette évolution inéluctable, dépend d'un certain nombre de facteurs que nous ne maîtrisons pas et de ce fait ne peut pas être fixé avec précision. En tant que théoriciens de la décroissance inéluctable, nous nous efforçons de démontrer, chiffres à l'appui, que le système de la croissance est proche d'un état de banqueroute généralisé et d'une rupture fatale. En conclusion, nous affirmons et répétons que la question qui doit être posée n'est pas tant de savoir s'il faut être pour ou contre la décroissance, mais bien plutôt de savoir comment et sous quelle forme il va être possible de s'adapter au déclin inéluctable de notre système industriel tout en évitant l'effondrement.